BFM Business. L'heure H, l'invité d'Edwige Chevrillon. Vous êtes toujours avec nous dans cette dernière partie du grand oral de l'économie avec Bruno Le Maire et le cercle des économistes. Bruno Le Maire, en fait, la question que vous posez Jean-Hervé Lorenzi, j'ai envie de dire, comment vous allumez le feu, quoi. Un peu comme Johnny, hein. Comment faites-vous pour allumer le feu de la croissance? D'accord, c'est pas président de la République. Très important d'allumer le feu. Oui. Ça, Jean-Hervé Lorenzi a parfaitement raison. Allumons le feu. Oui. Au-delà de ces réformes de structure qui, je le rappelle, sont la base même du rétablissement de la confiance pour les Français. Et pour nos partenaires européens, qui attendent d'abord de nous que ces fameuses réformes qu'on attend depuis 30 ans soient faites en France, alors qu'elles ont été faites partout ailleurs en Europe. Ensuite, il y a des secteurs d'activité dans lesquels on peut immédiatement créer de la croissance et de l'emploi. J'en cite deux. Le premier, c'est le bâtiment. Je propose de supprimer la loi Allure, qui a empêché la construction de logements. Elle est déjà sérieusement... Je propose de revenir sur la loi SRU qui oblige tous les maires à construire 20% de logements sociaux et d'avoir un dispositif incitatif à la construction de logements. Ça permet, dans un secteur qui est très porteur d'emploi... Supprimer les logements, l'obligation de construire Oui, parce que je considère qu'aujourd'hui, on confond le logement pour ceux qui en ont réellement besoin avec un logement social qui est coûteux et qui ne répond pas à la demande des ménages qui sont les plus concernés. L'autre aspect qui me paraît important, c'est l'emploi à domicile. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui ont besoin d'être accompagnées, qui doivent garder leurs enfants, des personnes en situation de dépendance qui voudraient rester chez eux, mais elles ne peuvent pas se payer un emploi à domicile parce que ça coûte trop cher. La suppression de toute charge au niveau du SMIC sur les emplois à domicile, ça permet de booster un secteur d'activité. On parle de déficit qu'on fait flamber, là, pour le coup. Là, le feu est vraiment allumé. Oui, on est un peu dans le dérapage. Alors, page 1000 et quelques, là, vous faites des prévisions sur les déficits publics qui sont assez raisonnables, parce qu'effectivement, en 2017, 3%, 2018, 3,2%, et puis à partir de là, ça s'améliore. On est censé revenir jusqu'en 2022. Mais avec derrière, évidemment, une hypothèse de croissance qui est assez importante, puisqu'elle oscillerait entre 1,5 et 1,8. Effectivement, tout le problème, probablement, de dépasser l'espèce de, qu'on croit bien au choc de confiance, effectivement, c'est vraisemblable, mais de dépasser le moment un petit peu difficile où vous allez surtout avoir un effet dépressif assez important. Comment arriver? Est-ce que des investissements d'infrastructures, je sais qu'il y a des choses autour du transport qui sont dans votre programme, est-ce que ça pourrait être de nature justement à allumer le feu? Juste, on laisse filer les déficits, la droite, c'est quand même un peu paradoxal de voir la droite qui laisse filer les déficits et puis la gauche qui essaie de les maintenir malgré le Haut Conseil de Finances Publiques. Ça fait même sourire Patrick Coquidé parce qu'il y a un jugement très sévère sur le déficit, la prévision déficit sur 2017. Il n'est pas question de laisser filer les déficits. Mais il n'est pas question pour moi non plus de faire ces promesses inconsidérées qu'ont fait tous les candidats à la présidentielle depuis des années. Je ramènerai l'équilibre en 5 ans. Parce que honnêtement, je pense que ça ne tient pas la route. Nous devons conjuguer à la fois le renforcement de l'État régalien, priorité absolue pour protéger nos compatriotes. Oui. En même temps, réduire les dépenses publiques. Et vous avez vu que c'est documenté, dépenses de santé, dépenses sociales, retraites, réduction des emplois publics, pour parvenir à 85 milliards d'euros de réduction de la dépense publique. Et en troisième lieu, engager des réformes de structure qui forcément prennent du temps, sont coûteuses. C'est vrai que réformer le marché du travail, ça n'est pas évident. Rendre les allocations chômage dégressives, ça prend du temps, ça n'est pas simple. C'est ces trois choses qu'il faut arriver à conjuguer. Et je pense que c'est avec ces trois grandes orientations qu'on peut tenir le cap qui est le mien, un emploi pour tous dans notre pays. Mais on ne laisse pas filer les déficits. On assume simplement qu'en 2022, ce ne sera pas 0, ce sera moins de 0,5. Oui. Toute petite question. Que faites-vous si vous avez un accident de croissance comme Nicolas Sarkozy en 2008 ? Oui. Vous stoppez les baisses d'impôts ? Qu'est-ce que vous faites ? Non, je considère qu'il faut faire tenir son cap. J'ai suffisamment d'expérience du pouvoir pour vous dire que l'expérience du pouvoir, c'est l'expérience de l'inattendu. Sauf que le rôle du président de la République n'est pas justement d'être toujours scotché à l'actualité du jour le jour. Sa responsabilité, c'est de tenir le cap. S'assurer que son objectif, réduction des déficits, un emploi pour tous, transformation structurelle, se fasse coûte que coûte. C'est ça le rôle du président de la République et c'est ce rôle-là que je veux jouer. Je considère qu'un président qui se prend pour le ministre des Finances ou pour le Premier ministre, c'est toujours désastreux. Parce que le cap, au bout du compte, n'est jamais tenu. Et vous dites quoi à Mme Merkel ou à son ou sa successeur? Je suis désolé, on fait des réformes. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler et avec le gouvernement allemand et avec le gouvernement c'était lorsque britannique. Vous étiez non, je l'ai fait il y a quelques mois. Oui. Parce que pour faire ce projet, non seulement j'ai écouté les Français, mais je me suis aussi déplacé en Europe et j'ai rencontré des responsables européens. Et je peux vous garantir que pour nos amis européens, la priorité absolue, c'est engager ces transformations structurelles que aucun président de la République, ni de droite, ni de gauche, n'a eu le courage de faire depuis des années.
Dernière partie maintenant de ce grand oral de l'économie. Vous dites un emploi pour tous, c'est un peu votre leitmotiv, hein, Bruno Le Maire, on l'a compris, mais est-ce qu'il ne faut pas une formation pour tous? On va parler d'éducation, vous en parlez beaucoup dans votre programme, de l'e-éducation aussi. On voit bien qu'on est dans une période de transformation extrêmement rapide. C'est Jean-Hervé Lorenzi qui donne son diagnostic et qui vous pose la question. Non, je trouve que c'est peut-être la partie la plus stimulante du rapport, parce qu'elle est, au fond, l'économie, c'est toujours un peu abstrait. L'éducation, c'est l'échec de notre société, la société française, aujourd'hui. Donc, il y a toute une série de sujets qui portent aussi bien sur la répartition des dépenses entre les différents stades, un système d'enseignement supérieur qui est, en réalité, ça je peux en témoigner, plein de bonne volonté. Ça fait 15 ans que les universitaires, qui étaient quand même partis d'une vision très abstraite de la vie, se bagarrent pour essayer de faire des trucs qui marchent mieux. Cette séparation entre grandes écoles et universités et recherche qui est absurde et qui n'existe nulle part ailleurs. Ce refus de parler de problèmes de sélection qui est... Et donc qu'est-ce qui vous a séduit dans le programme de Bruno Le Maire? Je trouve qu'il met complètement... Alors il met vraiment tout à plat. C'est-à-dire que son projet vraiment... il est plus que réformiste, il est un peu révolutionnaire. Un révolutionnaire, on ne vous attend pas forcément sur ce terrain-là, hein, Bruno Le Maire, peut-être à tort. Peut-être du révolutionnaire, Edwige Chevrillon. Oui. Mais j'ai c'est l'âme. pour ça que vous voulez supprimer l'ENA J'ai l'âme du révolutionnaire. Mais bien sûr qu'il faut supprimer l'ENA. Mais pourquoi, honnêtement. Pourquoi est-ce que c'est pas renié? Mais par souci de justice, c'est tout. Mais pourquoi? Et par sens du mérite. Parce du que moment que l'ENA, ça on continuera à recruter. On continuera à recruter les hauts fonctionnaires par une école de recrutement de tous les hauts fonctionnaires. Mais la grande différence, c'est qu'à la sortie de cette école, les élèves devront pendant 7 ou 8 ans apporter la preuve de leur engagement pour le service public, de leur professionnalisme, de leur capacité à diriger des équipes. Et seuls ceux qui sont le plus méritants auront accès à une école d'application, que je compte maintenir à Strasbourg, je le dis pour mes amis alsaciens, pour devenir ensuite les futurs dirigeants de l'État. Mais après tout, c'est ce qui se passe dans les armées. Quand vous sortez de l'école spéciale militaire de Couët-Quidan, Saint-Cyr, la plus prestigieuse des écoles militaires, vous ne devenez pas général tout de suite. Il n'y a que dans la haute administration qu'on peut devenir ambassadeur tout de suite. Là, j'applique la même chose. Un officier qui sort de Saint-Cyr doit rentrer à l'école de guerre au bout de quelques années pour devenir officier général. Eh bien, le mérite pour les militaires s'appliquera aussi pour les hauts fonctionnaires. Désormais, pour devenir un dirigeant de l'État, il faudra être passé par une école d'application. Ou le Saint-Cyr, les fonctionnaires. Juste à la remarque de Jean-Hervé Lorenzi, je partage totalement le constat. La vraie faillite française est une faillite culturelle et éducative. On voit bien. Et c'est ce chantier-là qu'il faut prendre à bras-le-corps. En étant révolutionnaire, je vous le redis, je suis révolutionnaire dans l'âme. Parce que tout ce qui me choque, tout ce qui empêche nos enfants de réussir, tout ce qui fait qu'un gosse qui s'est donné le mal de travailler mais ne peut pas s'élever socialement, ça me révolte. Donc oui, il faut transformer en profondeur. Prenez le supérieur. Il est temps de créer davantage de passerelles entre la recherche, les universités et les grandes écoles. Il est temps de demander aux chercheurs du CNRS, de l'INRA, de retourner dans les universités pour faire monter le niveau des universités et avoir un classement de Shanghai qui soit meilleur pour nos universités. S'agissant de l'innovation, il est temps de supprimer le principe de précaution à la Constitution et de le remplacer par un principe d'innovation. Et enfin, pour tout ce qui est formation dans les lycées professionnels, qui est la clé, l'apprentissage, la clé de la réponse au chômage des jeunes. La clé pour supprimer ce scandale d'un jeune sur 4 qui ne trouve pas d'emploi dans notre pays. C'est vrai que ma proposition est révolutionnaire. On supprime le collège unique. Et on met à la place un collège diversifié où, dès la 6e, il y aura des options professionnalisantes pour ceux qui le souhaitent. On fusionne les lycées professionnels, les centres de formation des apprentis. Oui. Et on en fait des écoles de métiers, dont l'objectif sera d'avoir 100% d'employabilité à la sortie. Je veux que ces écoles de métiers, ces écoles professionnelles soient aussi prestigieuses que les grandes écoles. Et pour que ça marche, on les confiera aux régions avec la participation des entreprises pour que les qualifications données dans ces écoles de métiers correspondent aux emplois qui existent dans les régions. Olivier Babot. À l'enseignement, pour l'enseignement supérieur, il y a 2 points évidemment qui sont brûlants. La sélection à l'université, comme l'a dit Jean-Hervé, et derrière la question quid du baccalauréat. Est-ce que c'est toujours un examen d'entrée dans le supérieur ou de sortie du secondaire? Quid aussi derrière cette sélection de numerus clausus dans les formations, puisqu'il s'agit de donner de l'employabilité. Est-ce qu'il ne faut pas dire voilà, il faut tant de psychologues, on ne peut pas en avoir plus, etc. Et derrière, évidemment, la deuxième question brûlante, c'est celle de l'augmentation des droits d'inscription. Dans quelle mesure, si vous y êtes favorable? Voilà des bonnes questions. Oui, alors ce sont des sujets extrêmement importants
pour toutes les familles on voit bien françaises. sur la question de la sélection. Oui, mais notamment. c'est pour ça que je crois qu'on doit à toutes les familles françaises, à tous les étudiants qui démarrent dans la vie, la plus grande clarté là-dessus. Sur le baccalauréat, je considère qu'il faut garder un examen qui est un peu un rite de passage. Mais je ne crois pas à ces filières S, ES et L. Avec une seule filière, la filière S, qui est devenue l'instrument de sélection par excellence. Oui. Je propose donc de supprimer les filières, d'avoir à la place un tronc commun et des dominantes en première et en terminale. Et on peut changer de dominante entre la première. Non, ça ne reviendra pas au même. Parce que vous pourrez très bien avoir un tronc commun et puis prendre comme seule dominante les mathématiques ou la physique. Énorme avantage. Ça permet de garder un niveau d'excellence dans ces matières-là. Oui, ensuite, le baccalauréat. Les meilleurs prendront les mathématiques et la physique. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'après le baccalauréat, qui sera sanctionné par un examen pour le tronc commun et par le contrôle continu pour les dominantes, à la sortie du baccalauréat, vous ne pourrez rentrer dans une université que si vous avez les conditions requises pour réussir dans la filière que vous avez choisie. Si vous vous inscrivez en lettres à la Sorbonne, eh ben vous devez avoir choisi la dominante littéraire. Je vous le dis comme ancien enseignant, j'ai été enseignant de français à l'université Lyon 2, j'ai vu arriver en première année de licence une 60aine de gamins qui connaissaient ni Proust ni Stendhal. Et qui étaient là uniquement parce que il n'y avait pas d'autres filières de disponibles. Donc je crois à des conditions à l'entrée à l'université, mais je réponds très précisément à la question d'Olivier. Je ne veux pas de sélection au sens strict, parce que je ne veux pas qu'un gamin puisse, avec le baccalauréat en poche, on puisse lui refuser l'accès à l'université. Une toute dernière remarque, parce que c'est vraiment un sujet important. Il nous reste 2 minutes. Donc, il faut que l'employabilité des filières soit désormais accessible de manière totalement transparente sur Internet pour les étudiants. Et que le taux d'employabilité ne soit pas défini par les universités elles-mêmes, qui seraient un peu juges et partis, mais par des organismes autonomes qui diront, voilà, la filière de sociologie dans telle université, taux d'employabilité à la sortie, 30%. Vous pouvez y aller. Mais vos chances de trouver un emploi à la sortie, elles sont très faibles. Quant au droit d'inscription, je laisse la liberté aux universités d'augmenter les droits d'inscription avec un plafond pour éviter qu'il y ait des excès et évidemment des bourses qui seront maintenues pour ceux qui en ont le plus besoin. Patrick Coquillet, rapidement. Un petit mot sur le chômage. Oui. C'est en privatisant Pôle emploi que vous faites trouver des emplois ? Je vais être un tout petit peu provoquant. Suppression. Pôle emploi est déjà privatisé. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que un demandeur d'emploi aujourd'hui, il va ailleurs. Un chômeur, il va on est rencontré depuis 2012 pour comprendre quelles étaient leurs difficultés, pourquoi est-ce qu'ils n'y arrivaient pas, comment est-ce qu'on pouvait les aider, parce que c'est ça mon objectif, tendre la main aux demandeurs d'emploi pour qu'ils retrouvent le plus vite possible un travail. Aujourd'hui, il va sur le Bon Coin, il demande à une association locale, il demande à des entreprises privées. Donc tirons tout simplement les leçons de ce que vous disiez, Edwige Chevrillon, sur le numérique, le croisement des fichiers, la meilleure information sur chacun, l'accompagnement personnel de chaque demandeur d'emploi, c'est des entreprises privées. Et c'est des associations qui le feront 1000 fois mieux que Pôle emploi. Et ce n'est pas une critique contre les agents de Pôle emploi, qui font le mieux possible leur travail. Mais on demande l'impossible à un agent de Pôle emploi. On lui demande à la fois de distribuer l'allocation et de faire l'accompagnement personnel de 70 ou 80 personnes. Il ne peut pas s'en sortir. Tirons-en les conséquences. Vous voyez bien que mon projet, c'est un projet pour l'avenir de la France. Pas pour le passé. C'est pas le projet de certains qui disent on continue comme avant avec des petites rustines ici ou là. Ça suffira pas pour redresser notre pays. C'est pas le projet de ceux qui arrivent avec des slogans absolument tonitruants, puis dès qu'on gratte un peu derrière, on s'aperçoit qu'il n'y a rien, que c'est pas chiffré, que c'est pas crédible. C'est un projet ambitieux pour l'avenir de notre pays, avec un objectif, un emploi pour tous. Justement, il nous reste 40 secondes, donc juste une question un peu d'actualité. Sur Alstom, par exemple, vous êtes président de la République, vous faites quoi, un emploi pour tous? On maintient les 400 à Belfort, les 480 emplois à Belfort. Qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'il faut d'abord définir une stratégie ferroviaire. On n'a pas le temps, avant de traiter. Non, mais soit on a une stratégie de développement du ferroviaire, c'est mon cas, pour qu'on développe encore plus le ferroviaire en France. Et dans ce cas-là, on peut garder Alstom à Belfort. Oui. Je crois qu'on n'a pas de stratégie de développement du ferroviaire et on en tire les conséquences. Le drame de l'État actionnaire aujourd'hui, c'est qu'il ne prend pas ses responsabilités. Merci beaucoup, Bruno Le Maire, d'avoir été notre premier invité de ce grand oral de l'économie. Je crois qu'on a appris beaucoup de choses sur votre programme. Voilà, on se retrouve 18h, 19h, de nouveau pour ce grand oral de l'économie. Merci beaucoup.